Le contexte donc, historique avec la Convention des maires. La deuxième partie, ce sera le diagnostic des consommations et des émissions de CO2 pour le territoire de la commune et aussi la vulnérabilité de la commune au changement climatique. La troisième partie, ce seront les objectifs fixés par le comité de pilotage et puis on finira par des actions déterminées pour pouvoir répondre aux objectifs fixés dans le plan d'action. La première feuille. Je reprends l'historique de l'engagement politique de la commune. Je ne peux que de confirmer ce que Mme Limon vient de dire. Pour nous aussi, c'était vraiment important d'associer l'ensemble des citoyens de la commune à ce plan. La question que j'aurais voulu poser, que nous devrions vous poser au niveau du Parti socialiste, c'est que fatalement, dans ce plan d'action, il y a des objectifs pour 2030. Il y aura des subsides à la clé. Si ces objectifs ne sont pas atteints, peut-on imaginer que le législateur puisse demander à la commune de rembourser une partie de ces subsides, par exemple? Donc, est-ce contraignant? Les agriculteurs reçoivent des aides ou des facilités justement pour mettre en œuvre ça, mais ils ne le savent pas tous. Ou en tout cas, c'est assez difficile de mettre en œuvre des fois, mais là-dessus, elle rentre dedans. Il y a cette action-là qui est précisée pour mettre des voies et des aides dans les champs, oui, ça fait une demande de la région. Le service urbanisme, mais je n'ai pas la réponse parce que je pense que c'est une charge à mettre, mais ça, je devrais poser la question pour revenir à la suite. Là, c'est vraiment un plan écologique. On sacrifie des mètres carrés de bâtiments et de zoning pour y mettre une petite forêt, un petit bois. Là, c'est vraiment un geste beau. Et pour le CO, c'est le meilleur. D'ailleurs, a voté ça à son dernier conseil, ils avaient mis un implanté dans la ville de Liège, mais là, c'est une action à mettre en œuvre oui, et à rajouter peut-être au prochain plan, tout à fait. En tout cas, préciser l'action gratuite et peut-être mettre en plus, avoir un budget alors pour ce serait une idée. Ouais. Et nous allons refaire une consultation citoyenne pour remettre à jour le plan. On ne peut pas tout faire en même temps. Non, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, c'est un point qui me tient très à cœur, et surtout à l'époque où on vit maintenant. Je note déjà pour le futur. Pendant le temps de travail ou qui doivent être rentables, sont forcément équipés d'un GSM avec un quota d'utilisation, un crédit déterminé selon le cas de figure. Okay. Alors, documentation, achat de livres, abonnement, c'est dans quoi exactement? Les achats de livres et abonnements, c'est par exemple un abonnement à une revue particulière, Catherine, à laquelle je peux citer une revue qui traite de matière légale. Tout ce qui est droit des étrangers, entrepreneurs, finances, des C'est abonnements, Donc il y a par exemple l'utilisation aussi de documents qui sont sujets à rétribution. On ne peut pas, par exemple, prendre un texte quelque part et s'en servir d'une certaine façon sans être soumis à des droits d'auteur. Alors la dernière, je dirais, évidemment, pour nous, la puissance culturelle, la consommation de 1 000 €, elle dit qu'il y a souvent de fuite, mais disons que c'est drastique, quoi. C'est 620 cubes au minimum. Désolé, mais je n'ai pas bien compris la question. La consommation d'eau, sans culturelle, vous avez l'année dernière cette question-là. Je dirais, il y a peut-être une fuite, mais je vois que ça va représenter 1 000 €. Honnêtement, je n'ai pas d'explication pour ça. Ça va être un cher, 4 000 € pour l'eau. L'eau en plus. Il y a effectivement eu des problèmes pour les eaux sanitaires, singulièrement dans les toilettes dans la cour, personne ne fréquente jamais, si ce n'est aux événements de grande importance, et effectivement, il y avait des fuites. Ça a été réparé il y a quelques mois. C'est retiré de la transaction. Nous avons demandé dans un premier temps à Maître de Gilles s'il pouvait quand même négocier une compensation avec ses acheteurs. Et il nous est revenu pour dire qu'il considérait comme illusoire d'espérer l'application de la Convention
intervention et même une compensation financière par rapport à la proposition. Nous avons donc recontacté le deuxième amateur pour ces terrains qui avait offert un prix qui correspondait finalement à l'évaluation. Et donc, pour un montant de 3 456 €, soit 1 € du mètre carré, ce qui, je pense, était l'évaluation initiale du notaire. Et je vous propose que nous attribuions en définitive à M. Boniver l'acquisition de ce terrain au prix qu'il avait offert déjà en 2017. Oui, madame la présidente. Concernant la convention de résolution de vente, voilà, nous n'avions pas fixé des mesures quant à un éventuel retournement de situation de la première proposition de 20 000 €. Concernant l'aliénation pour un montant, si je lis bien, de 3 456 € entendu d'un euro par mètre carré, au lieu d'une estimation de 10 000 € de mètre de givre. Moi, je me demande un peu, parce qu'il y a quand même 50% de différence, pourquoi cette diminution de prix? Quelle est l'urgence d'attribuer ce bien à une valeur de 50% moins élevée que l'évaluation notariale? Savoir si, quelle est la destination de cet achat. Est-ce simplement, je vais dire, par le fait de culture, ou en rapport avec différents piliers de la SOAR qui circulent sur les voies dans le cadre de revente de prairies qui deviendraient dans le futur des terrains à bâtir. Donc j'ai des tas de questions, si vous aviez des réponses. J'ai des tas de réponses. C'est très bien. La première qui est la plus pertinente, c'est 10 000 € de l'hectare. Et nous avons 3 456 mètres carrés. Donc, finalement, c'est le prix évalué. D'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'achat par le fermier de l'hiver, c'est l'achat de pâture. Troisième chose, il n'y a pas de commerce possible avec la SOAR, parce que la SOAR n'achète que des immeubles ou des terrains à bâtir. Le terrain en question n'est pas un terrain à bâtir et il ne le sera jamais. Donc je pense que ceci éclaire correctement votre lanterne et de nature à vous tranquilliser sur la qualité de la transaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense que pour 3 456 €, on aurait pu commencer un plan climat, mettre quelques arbres, ou pourquoi pas, trouver un partenariat. Dans la société où je travaille, il y a des toits comme ça ne savait pas. On a demandé à une société de mettre des beaux panneaux photovoltaïques, ça m'a coûté rien coûté après long. Il a bénéficié des avantages de l'électricité verte. Je me dis que pour 3 456, on aurait pu garder ce petit terrain et avancer dans ce plan climat. Je rejoins d'ailleurs. La suggestion est intéressante, mais elle vient plus tard. On vient d'avoir un plan Parce que, climat, parce que Pascal, tu as souscrit aussi à la décision d'aliénation. Et je pense qu'il faut bien voir le caler jusqu'à là. C'est dommage que ce n'est pas venu ça en même temps. Ça, c'est bien dommage. C'est vrai, c'était l'opportunité de commencer. C'est vrai que si on y avait pensé plus tôt, et si on avait aussi, évidemment, fait une étude de faisabilité, Ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. On peut y mettre une condition, non? On peut y dire quoi? Une condition, il s'en sert comme peinture. On lui demande une plantation de haies, autant de mètres, autant de trucs, et voilà. On peut lui suggérer, Voilà. on peut lui demander, Voilà. mais on ne peut pas lui imposer. Il peut même être payé par la région wallonne pour le faire. Ça, c'est un argument péremptoire.
Ben oui, très bien. Vous pouvez fermer, ça marche toujours. On le fera. Je pense qu'à l'avenir, si ça se représente un jour, c'est des choses à penser. Maintenant, avec le climat-là, si c'est pour 3400 €, il n'est pas plus intéressant de travailler. C'est à discuter. C'est vrai que l'idée ne manque pas de pertinence, mais bon, en rangeant le correctif. À condition, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, que la faisabilité y soit aussi. Parce que voilà, si on dit tiens, on va faire un champ immobilier, c'est un lapsus. Si on en fait un champ photovoltaïque, encore faut-il que l'électricité produite puisse être réagencée quelque part, ou faudrait-il des batteries pour l'accumuler et Mais dans la société Crayon, ici, c'est la société elle-même qui a tout géré. Ils ont la structure, ils ont renforcé la structure, et c'était faisable. Nous, pour les consommateurs, ok, mais revenons à la suggestion. Non, tu as tout à fait raison, hein, parce qu'il ne faut pas comparer Crayon avec ce genre de projet. Crayon est un consommateur industriel. Et là, si on met les panneaux photovoltaïques, il faut y passer. Je pense que Caroline Lejeune a été très claire sur ce sujet. Je crois qu'il faut attendre un petit peu que la législation se mette en place. Et comme je l'ai dit, je pense, il y a quelques temps ici, la législation sur l'autoconsommation collective et la communauté d'énergie sera disponible, semble-t-il, dans le premier semestre 2021. À partir de là, on a des outils légaux pour pouvoir travailler comme ça. quand je suis top portier, il faut me faire une équipe qui se dirige par rapport au soleil. C'est impressionnant, quand même. Bien, est-ce que nous pouvons prendre attitude pour l'animation de ce terrain? Parfait, merci. Le point suivant, c'est la proposition faite au Conseil d'attribuer une aide au commerce de proximité pour se faire céder la parole à l'expert des activités commerciales. Merci. Ce point, évidemment, est en prise directe avec l'actualité de la crise sanitaire coronavirus Covid-19 et, on l'espère, avec la sortie de cette crise sanitaire et de la relance de toutes les composantes de notre société. Elle fait évidemment suite au confinement imposé par le gouvernement fédéral et le Conseil national de sécurité du 14 mars dernier et du lockdown lui-même explosé par l'arrêté du 18 mars de mémoire. Et donc, en plus de toutes les aides régionales qui ont été et qui sont à disposition encore aujourd'hui, ainsi que des allègements fiscaux dont on parlera au point suivant, la commune de Saint-Georges, comme la plupart des autres communes wallonnes, se devait de se mettre en position d'aider à la fois les commerces de proximité et les indépendants présents sur son territoire. Alors, la décision a été prise en regardant la directive financière du collège, la capacité financière que la commune peut mettre sur la table. Cette capacité a été limitée à 100 000 €, c'est pas une somme que la commune de 100 000 € avec les chiffres que vous avez tout à l'heure. Et lorsqu'on a une somme telle que celle-là, il faut répartir, mais évidemment, on va être critiquable sur la manière de le faire. Il n'y a pas de solution idéale. Si vous avez vu dans la presse depuis quelques semaines maintenant, il y a diverses orientations qui sont prises. Il y en a deux essentielles, qui sont la première qui est une aide directe aux indépendants qui ont dû obligatoirement fermer dès le 14 mars, voire le 18 mars, et où l'impression et la mise à disposition de la population
de chèques commerçants qui seraient valorisés auprès des commerçants. Je ne vous cache pas que nous avons échangé longuement sur le sujet, parce que au-delà de ces deux principes, il y a des déclinaisons parmi ces deux principes. Vous avez lu dans la presse, il y en a qui pourraient être fondés, d'autres qui sont plus imaginatifs. Et nous avons, je ne vous cache pas aussi de vous dire que tout au début, nous étions partis, l'école le sait, puisque nous avions rencontré les commerçants du centre de stockage à ce sujet, à leur demande que nous étions partis sur la solution de chèque commerçant uniquement. Et puis, en échangeant au collège, on s'est dit qu'il serait peut-être bon de balancer les choses autrement. Et nous avons décidé, nous vous proposons que cette somme de 100 000 € soit balancée en 75% d'aide directe vers les commerces et indépendants qui sont obligatoirement fermés, et 25 000 € vers des chèques commerçants à valeur faciale qui est encore à décider et qui seront achetés par les personnes qui le souhaiteront, et plus que probablement, en tout cas dans un premier temps, ces chèques seront mis en vente auprès des personnes émergentes au CPS. Alors, comment est-ce qu'on a fait cela? Comment s'est-on organisé? On s'est calqué sur les principes que la région a établis, à savoir qu'il y avait, je pense, 146 types de commerces. Vous savez que les commerces ici en Belgique, comme en Europe d'ailleurs, sont classifiés. Ça s'appelle le NACE. Et nous sommes donc adaptés à cette classification-là. C'est d'ailleurs un des biens de cette crise, je puis dire. C'est que nous avons amélioré la base de données des commerces et indépendants présents sur notre territoire. Nous leur avons attribué à notre NACE. Et nous avons trié cette base de données en fonction des 146 activités qui étaient aidées par l'opérateur régional, le gouvernement régional. Il y a sur le territoire de notre commune 94 classes différentes, plus ou moins 120 commerces et indépendants qui pourront être aidés avec cette somme de 75 000 € que je vais vous décliner par la suite pour la délibération. Pour ce qui est des chèques, la valeur d'achat n'est pas précisée, ni la valeur faciale, mais on pourrait citer un exemple, que j'ai d'ailleurs cité dans la presse il n'y a pas très longtemps. On pourrait imaginer qu'un chèque soit acheté 10 € et que sa valeur faciale soit de 20 €. Ça voudrait dire que ces 25 000 € au niveau des commerces locaux correspondrait à 50 000 €. Alors pourquoi avoir décidé l'achat du chèque? Nous nous sommes renseignés auprès de nombreux pouvoirs locaux, singulièrement auprès des agences de développement local, qui, avant la crise sanitaire, ont émis des chèques commerce. Il est apparu un peu le syndrome des sacs bleus d'Intravel, c'est qu'à peu près 60% de ces chèques étaient utilisés. C'est exactement la même chose que pour le sac Intravel. On vous donne un sac Intravel, un bon pour aller chercher votre sac Intravel, vous avez 60% des gens qui l'utilisent et 40% qui ne l'utilisent pas. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux, plutôt que d'émettre des chèques qui ne sont pas utilisés, proposer un achat à un prix correct, de manière à ce qu'on soit sûr qu'il soit utilisé dans les commerces de proximité de notre commune. Voilà, je crois que j'ai à peu près cerné l'affaire. Je vais donc vous lire l'arrêté de la délibération que je vous propose, en espérant ne plus l'avoir oublié. Article 1.
Une aide financière, une enveloppe d'environ 75 000 € sera versée aux commerces de proximité et aux indépendants ayant vu cesser leur activité pendant le confinement, répartie sur la base de la date de réouverture autorisée par le Conseil national de sécurité. Pour les commerces indépendants ayant eu l'autorisation de rouvrir le 18 avril, une somme forfaitaire de 500 € maximum. Pour les commerces indépendants ayant eu l'autorisation de rouvrir le 11 mai et le 18 mai, une somme forfaitaire de 750 € maximum. Pour les commerces et indépendants ayant eu l'autorisation de rouvrir le 8 juin, une somme forfaitaire de 1 000 €. Et c'est la même chose pour les commerces qui ont pu ouvrir après le 1er juillet. Une aide technique et organisationnelle que l'on peut proposer, soit au comité de commerçants stockés, soit aux indépendants et commerçants qui ne font pas partie de ce comité, soit aux commerçants de la nationale 614. Voilà. Je voulais juste à la fois apporter un soutien, un accord et une petite remarque. Je trouve l'idée de répartition d'aides directes et de chèques assez bien, parce qu'avec les aides directes en tant que commerçant éligible, c'est juste là un peu le point qui contrarie un peu, parce qu'il faut être éligible, mais en tout cas, si on se met dans la peau d'un commerçant éligible, il y a une forme de stabilité, de certitude, de savoir qu'on recevra un montant X dans une période, je ne sais pas, mais définie, tandis que les chèques, on ne sait pas ce qu'on en donnera, peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins, on ne sait pas s'ils seront utilisés à 100%, mais je trouve que dans la période de Covid, peut-être l'idée de les mettre gratuits serait différent que dans une période classique. Peut-être que l'idée dans la mentalité des citoyens sera de soutenir. Donc peut-être pas se fier à 100% à l'effet des sacs bleus dont vous avez parlé, se dire que peut-être que dans cette situation-ci, mettre une certaine gratuité pour la proportion des chèques que vous avez, pour laquelle vous avez pensé en fait. C'est un choix. Ouais. Je ne sais pas si vous avez réfléchi. Madame Edouard. Je pense que la marque est pertinente, mais il fallait choisir un moment. Et franchement, pour avoir consulté quand même pas mal de personnes, le fait de faire le pas de faire un achat de chèque qui a une plus grande valeur que celle que vous donnez, manifestement est plus incitatrice que le zéro. Mais c'est un choix. Ouais. Donc moi j'ai préparé un document que je vais vous remettre. Je n'ai pas eu l'occasion de copier cette fois, mais je vais déjà le principal à adresser, donc faisant suite à notre interpellation du 5 mai 2020 en faveur de l'ensemble des indépendants, commerçants et producteurs locaux, au vu de la proposition déposée ce soir, qui a le mérite d'exister, et nous le soulignons, déposée sur la table du Conseil, qui essentiellement se base, M. Lecheval l'a dit, sur le code NACE. Nous avions envie de vous soumettre une autre alternative. Cette alternative qui nous semble plus équitable, tant pour les citoyens, quel que soit leur statut. Alternative qui permettrait à l'ensemble des personnes exerçant une activité sur le territoire communal de bénéficier de la mesure d'aide sans distinction de nature, de type d'activité, et qui donc permettrait de redynamiser l'économie communale dans sa globalité. Donc je ne vais pas reprendre en effet la proposition qui vient d'être expliquée par Lecheval, avec une enveloppe qui est répartie pour les 3/4 sur la base de la fermeture ou non de la réouverture des activités économiques, des 25 000 consacrés aux chèques qui sont laissés, et je prends encore les dires de Lecheval, au niveau des modalités laissées à l'appréciation du collège.
et mettre en avant aussi que le point que nous aborderons par après, sur lequel évidemment nous n'allons pas nous positionner maintenant, sur la taxe immondice, ben, cette taxe immondice, en fait, elle est estimée à plus ou moins 5 000 €, et cette mesure ne concerne qu'une cinquantaine de commerçants, puisque d'autres sont liés par des contrats avec des sociétés privées pour leurs conteneurs, et donc ne pourraient pas se faire valoir la redevance, et donc ne pas non plus avoir une aide. Considérant que la crise a touché l'ensemble du secteur économique, qu'il soit commercial, artisanal, industriel, agricole, touristique ou culturel, considérant que de nombreux types d'activités ont pu déjà bénéficier d'aides financières émanant d'autres pouvoirs, considérant que l'ensemble des prestataires sont soumis à des frais liés aux obligations, aux directives fédérales concernant la reprise de leur commerce, et je pense à des mesures de précaution afin d'accueillir la clientèle ou de permettre au personnel d'exercer en toute sécurité, considérant que de nombreux citoyens ont dû faire face à des pertes financières liées soit au chômage temporaire et ou à l'augmentation du prix du panier de la ménagère, considérant qu'il nous semblerait plus démocratique de laisser le citoyen choisir de soutenir le commerce et les producteurs locaux selon ses besoins, qu'ils soient alimentaires ou non, le but premier étant de permettre de relancer l'économie locale tout en apportant une aide à un maximum de personnes. Et quand je parle d'économie locale, c'est y compris évidemment le marché. Au vu du nombre de citoyens, la commune à ce jour, 6 994 citoyens habitent ce jour la commune, ce qui représente 2 973 ménages. Au vu du nombre des bénéficiaires sociaux que nous pouvons établir à approximativement 131 familles, puisque 81 familles sont bénéficiaires de revenus d'intégration sociale et qu'approximativement 50 autres familles bénéficient d'une aide qui est soit une aide lors de la médiation de dettes socio-culturelles, guidance énergétique et j'en passe. Nous vous proposons, nous, de dédier, et j'ai entendu qu'il y avait eu cette discussion au sein du collège dans la présentation, mais de dédier les 100 000 € à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens tout en relançant l'économie locale, en consacrant la totalité des chèques dans une forme de « je soutiens le commerce local », qui serait pour la moitié distribué gratuitement et pour l'autre vendu à 8 € pour un montant facial de 10 €. Alors, selon quelle modalité, là c'est un exemple, là soyons clairs que tout peut être amendé, tout peut, à un moment, toutes les positions des différentes composantes politiques peuvent peut-être se retrouver à un moment, mais c'est d'offrir un chèque par ménage, un chèque d'une valeur de 10 €, ce qui amènerait un montant de 29 730 € d'investissement de la commune. Un chèque supplémentaire attribué gratuitement aux ménages qui, sur base d'une attestation, pourraient prouver un chômage temporaire suite à la pandémie, aux familles monoparentales et nombreuses, aux familles dont un des membres des bénéficiaires de revenus d'intégration sociale ou d'aide du CPS, aux aînés bénéficiant de la garantie de revenus aux personnes âgées, la GRAPA, inévitablement toujours sur base d'une attestation. Et de vendre, pour rejoindre le fait que ce ne soit pas nécessairement toujours gratuit, mais bien défini, de vendre des chèques à la population au prix de 8 € avec un maximum de 10 par ménage. Pourquoi cette notion de 10 par ménage maximum?
C'est parce que si je n'ai pas les moyens, je ne sais peut-être que voir en acheter un ou deux. Si j'ai beaucoup les moyens, je vous en achèterai une cinquantaine. Et là encore, il n'y a pas d'équité vis-à-vis des différentes familles de la population. Et donc, ce montant amènerait à un investissement de 59 460. Donc, les modalités, les chèques seront vendus ou à retirer à l'administration communale avant le 31 août 2020, seront à utiliser au plus tard avant le 31 décembre 2020 pour rentrer dans la clôture des comptes communaux chez les commerçants, producteurs ou prestataires de services locaux qui auraient accepté d'adhérer à cette opération Je soutiens le commerce local. Par ailleurs, pour que cette aide au commerce et aux indépendants soit une réussite, nous souhaitons qu'un plan de communication soit établi avec les différentes composantes du conseil communal et qu'un budget soit dédié à la promotion des différents types d'activités économiques établies sur le territoire communal, ainsi qu'en faveur de cette opération Je soutiens le commerce local. Quand je mets Je soutiens le commerce local, ça peut s'appeler inévitablement de manière différente. Et donc, cette proposition n'est pas la panacée, c'est une autre alternative, je vais dire, à ce que le collège propose, mais ça permet aussi à plus de personnes de pouvoir bénéficier d'une aide. Pas simplement les commerçants, mais aussi les citoyens qui ont été en situation financière délicate ces derniers temps. Voilà. Bon. Il y a un moment ici qu'on peut écrire ça. Peut-être pas de la même manière, mais on aurait pu l'écrire de cette manière. Enfin, dans la version contenue. Je suis un peu étonné parce que j'ai eu une conversation avec Paul, notre voisin, sur ce sujet-là. Mais je pense que Paul vous dira tantôt autre chose. Et donc, mais peu importe. Et tout cela pour vous dire que, comme je le disais tout à l'heure, un choix c'est critiquable et que la solution idéale, elle n'existe certainement pas. Vous avez certainement raison sur certains points, nous avons raison sur d'autres. Je vais vous donner un exemple. Et ça a été le fruit de notre discussion à un moment donné, l'ORECA. Il y a beaucoup de personnes qui ne fréquentent pas les cafés. Il y a beaucoup de personnes qui ne fréquentent pas les restaurants. Ils n'auront des familles, ces familles-là n'iront pas dépenser leur chèque commerçant gratuit dans ces établissements-là. Non, mais dans une boulangerie. Oui, mais ces établissements-là, si on ne les aide pas, ils n'auront rien. Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison, Marie, je dis simplement, voilà, on a réfléchi à ça, c'est effectivement on devrait. Et puis finalement, et quoi? Que vont-ils avoir par rapport? Il aurait fallu faire des statistiques des buveurs et des mangeurs dans la commune. Ça, on n'a pas eu le temps. Mais voilà, ça c'est un exemple. Je pense qu'il fallait faire un choix. Et je crois qu'il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui, et j'ai quand même quelques coups de fil, sachant qu'il y a des conseils communaux aujourd'hui, il y a quand même pas mal de coups de fil qui me disent c'est quand qu'elle arrive l'aide. Parce que nous en avons besoin. Et donc, comme ils ont eu besoin de 5 000 €, il y en a qui viennent à peine de la toucher, cette aide-là. Ils étaient à la limite de la souffrance. Il y en a il y a des commerçants ici à Skopje qui doivent payer un loyer pour leur commerce et un loyer pour leur maison, ils n'avaient plus un bal de revenu. Alors les 1 000 € de la commune, pour ceux qui y ont droit, je crois qu'ils seront les bienvenus. Et donc voilà, c'est ce genre de réaction que nous avons eu pendant peut-être trop longtemps, mais parce que justement le choix n'était pas facile à faire. On a fait un choix que l'on vous propose, ce que tu dis dans ton texte, effectivement, on aurait pu aller dans ce sens-là, mais il nous a semblé plus pertinent de tenter autre chose. Voilà. Est-ce bien? N'est-ce pas bien? C'est un bon choix, n'est-ce pas? Donc, je dis, votre proposition a le mérite d'exister. Ici, c'est une alternative. Ce qui peut être envisageable, puisque vous l'avez dit dans votre présentation, à un moment, c'est qu'il y avait un one-shot
je vais dire, liées à cette crise Covid, rien n'empêche de continuer à soutenir nos commerçants par une seconde action qui reprendrait les éléments que nous venons de vous proposer, ce qui permettrait non seulement d'aider rapidement, je vais dire, avec la formule que vous déposez sur la table, mais qui pérenniserait l'aide tant au niveau du citoyen que les commerces dans le futur avec notre alternative. Sans aucun problème, comme je l'ai dit à la fin de mon intervention, il y aura d'autres actions qui vont être mises en œuvre, probablement, et il est hors de question évidemment de laisser que cette action soit un one-shot. C'est évidemment pas comme ça que ça doit se passer, et je serai vigilant à cela. Mais je pense que, comme on le disait tantôt avec les collègues, je pense que les acteurs principaux maintenant, ça va être les commerçants de proximité et les indépendants. Il faut les écouter sur leurs besoins, qui vont être certainement très différents de ce qu'ils étaient il y a 3 mois ici, et il va falloir construire avec eux quelque chose. Et peut-être que la formule que tu proposes sera une de ces constructions-là, mais c'est avec eux maintenant qu'on a fait le pas, et il faut faire le second pas, qui est peut-être le plus important, et qui n'est certainement pas aisé à faire, c'est de s'assurer qu'il y ait une communauté de commerçants indépendants qui aille dans le même sens. Parce que c'est un petit peu ça. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? J'ai envie de dire, j'ai envie d'être à l'école des femmes il y a quelques années, de donner 10 à tout le monde, parce que toutes les propositions sur la table sont évidemment excellentes. Dans notre réflexion au niveau du Parti socialiste, on avait aussi, on est arrivé à la même que la vôtre, dans le sens où, pour nous, il était impératif que tous les commerçants et que tous les indépendants de la commune puissent au moins bénéficier, peut-être d'un one-shot, mais tous au moins d'une aide sans exception, en fonction de leur date de fermeture, etc. Mais, il est évident aussi qu'on était tout à fait d'accord avec l'émission de chèques et la possibilité d'offrir aux citoyens de la commune d'acheter un chèque avec une valeur faciale supérieure à la valeur d'achat. Ce que l'on a entendu aujourd'hui et ce qu'on allait vous proposer, donc ça compte bien, c'est aussi de pouvoir réfléchir, d'aider d'une manière plus pérenne l'ensemble des commerçants de la commune. Et je vois que ça fait dit pour beaucoup de personnes. Donc voilà, pourquoi ne pas créer soit une commission, soit d'inviter les commerçants autour de la table, ceux qui sont intéressés en tout cas, tous ne le seront peut-être pas, pour discuter. Voilà, je sais que dans d'autres communes, il y a des chèques qui sont émis où les commerçants participent au financement de ces chèques. Et donc, pourquoi pas réfléchir à ça. Et je pense que, voilà, M. Victor en a parlé. Avec eux. Avec eux, bien sûr, il faut que ce soit en partenariat avec eux. Et donc, je ne dis pas que le Covid-19 doit être un effet d'aubaine pour ça. On aurait peut-être pu y penser avant et d'autres communes l'ont fait. Mais voilà, je pense que ça c'est une réflexion utile et même nécessaire pour énormément de commerçants et pour l'avenir du commerce local à ça. Troisième et dernière fois. Troisième et dernière fois. Pour les commerces qui ne pourront pas bénéficier des mesures, j'ai cité tantôt l'exemple du boulanger, du boucher. Parce qu'ils sont restés ouverts. Ils sont restés ouverts. Hein, on va dire ça. Ou qui ne pourraient pas bénéficier de la seconde mesure que nous prendrons par après. Ça n'en est pas question. Les mesures postérieures à cette prise de position, c'est ça pour l'ensemble. Non, pour le poids suivant de réduction de taxes d'immondices. Qu'allons-nous faire? Parce que ces gens ont eu également des pertes. Ces gens ont dû faire face également à des obligations pour les mesures de sécurité et autres. Je pense qu'on ne peut laisser aucun commerçant sur le carreau. Quand on reprend la liste NACE, on n'a pas
rappelé ça la semaine passée. Alors on est bien conscient que tous les commerces pris dans cette liste, nous ne les avons pas tous sur... Il y en a 94 classes sont couvertes sur le territoire. 94, oui. Je vais dire, ça ne reprend pas notre aide ne reprend pas des commerces qui n'ont pas fermé. Qu'allons-nous faire pour ces commerces? Ils n'ont pas fermé. Donc, je ne sais pas si... Moi, j'ai un peu parlé avec les gens qui n'ont pas fermé leur entreprise. J'ai eu l'impression qu'ils avaient l'air de trop se plaindre. Ils ont eu des services, des pouvoirs locaux en termes de barrière. C'est vrai qu'il y a des coûts supplémentaires qui vont affairer à cette affaire. Faut se plaindre, sinon tu n'as rien. Franchement, il est trop tard. Substantielles. La que vous l'avez. La sécurité Quoi qu'on de dise, ces ils vont en avoir d'autres. employés. C'est trop tard. On agit toujours trop tard. Je ne vois pas. Il y a un allègement fiscal qui va venir au mois suivant. Donc, oui, mais l'allègement fiscal, c'est bien ce que je disais, ne concerne qu'une cinquantaine de personnes, c'est bien ça, 50, on n'a pas dit de bêtises. je pense que lorsque l'on verra les commerçants dans une seconde phase, s'ils ont quelque chose à nous proposer, on les écoutera, mais je crois que la première des choses à faire, c'est de s'occuper des gens qui ont souffert. Ah mais attends. Je suis tout à fait d'accord, mais même le boulanger, même le boucher, même le libraire, c'est-à-dire qu'eux, ils ont travaillé trop. Même les pharmaciens, non, attends, mais si, ils sont morts. Ne viens pas me dire qu'ils ont augmenté tous leur chiffre d'affaires face à des personnes qui avaient eu des pertes, des citoyens qui avaient eu des pertes de revenus. Attends, tout le monde n'a pas pu se présenter au même moment, au même endroit. Bon, mais voilà, ça ce n'est que mon avis personnel. Donc, je voulais savoir si on pourrait envisager dans la proposition, avant que M. Robert me dise que j'ai utilisé mes 3 interventions, que si nous pouvions envisager de notifier dans la proposition que vous nous faites, qu'une aide substantielle au commerce n'ayant pas fermé serait étudiée, ainsi qu'une seconde phase de distribution de chèques serait envisagée. Est-ce que c'est possible d'amender votre proposition par ça? Non, parce qu'on n'a pas cerné les conséquences exactes de votre proposition. Elles sont calculées, hein? Oui. Je réponds par rapport aux commerces qui n'ont pas fermé. On ne connaît pas l'impact que ça représente. Je voudrais quand même dire une chose aussi, c'est que l'interdiction de circuler a créé des clients captifs. C'est la réalité. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture pour aller faire vos courses avec Internet, vous faites vos courses où vous êtes. Donc, ceci étant une simple petite remarque pour modérer ce que vous avez dit, donc s'engager plus loin sans étudier les conséquences de tout ordre et notamment financières, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Donc, moi, en ce qui me concerne, après l'intervention d'André, je souhaiterais qu'on prenne position par rapport à la délibération qui était formulée par le code. Et je ne dis pas, au contraire, j'encourage une commission de commerce et qui soit représentée par toutes les composantes du conseil communal, puisse travailler sereinement et pour le SOS commerce que l'on voudrait mettre en route. André. Oui, pour les commerces qui auraient pu rester ouverts et qui ont fermé. Oui, mais ça. Ah, mais ça s'est vu, hein? Ça s'est vu, mais ça c'est un choix. Oui, mais voilà, eux, maintenant, ils vont peut-être aller chercher
la prime, ils ont pu rester ouverts. Avec quel commerce hein? Regarde autour de toi. Non. Enfin, moi je ne comprends pas du tout les choses On va faire tous les façons. Si un commerce n'était pas obligé à fermer et qu'il a décidé de sa propre initiative de fermer, c'est un choc qu'il doit assumer. Ah, voilà. Et prouver une activité avant le 12 mars et prouver une reprise d'activité à la date de la demande de l'aide. Voilà. Donc s'il n'entre pas dans ces créneaux-là, il n'est pas éligible. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux vous demander de prendre attitude par rapport à notre proposition qui n'empêche pas d'autres développements de cette affaire? Je souhaite quand même motiver mon vote. Donc, mon vote est pour parce qu'il y a besoin d'une aide. Mon vote est pour parce que vous avez parlé d'une commission commerce qui reprendrait les différents composants politiques. Et mon vote est pour parce qu'il est envisagé de prendre en considération dans le futur une aide aux citoyens. On est bien d'accord? Donc je souhaiterais que ce soit acté comme cela. Alors, le point suivant, c'est la proposition de mesures d'adaptation. La délibération du Conseil communal du 24/10/2019, approuvée par un arrêté ministériel du 16/12/19, établissant pour l'exercice 2020 la taxe sur l'enlèvement des immondices au secteur suivant, l'ORECA, les commerces à l'exception du commerce de l'alimentation de détail, des pharmacies et des librairies, et les indépendants et les petites entreprises. Donc on parle bien de la taxe sociale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition? Des questions non, mais y aura-t-il d'autres mesures qui pourraient être adoptées en faveur de ce type de commerce comme dans d'autres villes, par exemple des taxes terrasses, je ne sais pas si on en a fini. Il n'y a pas de taxe terrasse. Il y a des terrasses où il n'y a pas. Ok, c'est encore mieux. Voilà. Encore, c'est un procès d'intention. Ok, bien. Votre décision? Le point suivant, c'est une modification d'une délibération qui a trait au programme d'investissement communal. Je pense que vous avez eu l'occasion de découvrir le courrier du ministre qui nous est parvenu et qui faisait, j'ai dit, des reproches de deux ordres. Premier ordre étant qu'il n'y avait pas trace dans notre plan initial de prise en compte de mobilité douce, ni d'éléments de sécurité, et un autre aspect financier qui résultait du fait que nous ne prévoyions pas assez d'interventions régionales, il fallait que notre plan comporte un montant de 150% en estimation d'intervention régionale par rapport au crédit que la région nous octroie. Autrement dit, le montant du droit de tirage est un montant de 310 000 euros, pour faire simple, et il fallait que ce que nous souhaitions voir prendre en charge par la région soit au moins de 150% de ce montant-là. Pourquoi? Pour être sûr qu'il y ait une utilisation de l'enveloppe, si au niveau de la réalisation des travaux, on venait à chuter en dessous du montant de participation. C'est un peu un espèce de garde-fou. Donc, par conséquent, nous avons complété notre plan d'investissement communal par deux autres réflexions. La réalisation d'un réglage pause et trottoir rue Noisette plus ralentisseur et un réglage pause de la desserte du boulevard. Ce n'est pas parce que c'est écrit que ce sera obligatoirement réalisé dans le plan d'investissement communal, mais nous savons par ailleurs qu'il y a quand même, au niveau de ces voiries, un besoin non négligeable.
Donc, lors d'un précédent conseil communal, nous avions déjà abordé le poids de la rue des Gourliers et plus précisément de l'évitage de celle-ci. Et lors de ce point, nous avions parlé désengorgement de la circulation au niveau du Tige. Et vous aviez abordé le fait d'une possibilité de création d'une voirie qui passerait de la rue des Gourliers et qui rejoindrait la rue Surface. Hein. Donc on est bien d'accord sur ce point-là. Et lors de ce conseil communal, nous avions demandé de nous présenter et de nous soumettre un projet ainsi qu'à la population du Tige avant cette prise de décision de création de voirie. Alors je sais qu'ici on parle aujourd'hui d'un accès pour les piétons, hein, mais je voulais savoir si c'était les prémices de la construction de cette voirie. Donc, pour être très clair, nous avons eu une réunion avec les riverains. Les riverains ont majoritairement souhaité un statu quo, donc pas une ouverture de voirie vers le carrefour de la rue de l'Est, et par conséquent, nous respecterons le choix des riverains. Donc, Par contre, on ajoute partout où on peut des trottoirs dans la rue de l'Est. Alors, autre question, qui en découle inévitablement, prochainement vous allez nous présenter un plan de circulation de désengorgement du Tige. Un plan de désengorgement, de circulation du Tige. Je n'ai pas de fer au feu à l'heure actuelle dans la matière. Tôt ou tard, il faudrait y penser, mais évidemment, si, allez, autant je pense que le désenclavement de la rue des Acacias a été apprécié par tout le monde, autant je peux entendre que dans la rue des Gourliers, ils préfèrent conserver leur tranquillité. Donc, on ne va pas repasser les plats une deuxième fois. On a noté que le menu ne devait pas comporter cet aspect-là des choses. Et si des enclavements il doit y avoir pour la rue Joseph-Fautel, il faudra l'étudier à jour. Oui, toujours dans la rue des Gourliers, je vois que vous allez faire un trottoir dans tout le bois. Non, on occupe le sentier tel qu'il a été prévu. Donc le sentier qui descend un peu sur Le face. sentier d'un qui existe sera simplement rendu plus carrossable. Donc un trottoir, c'est quelle matière que vous allez utiliser pour dire plus carrossable? Parce que quand je vois déjà plus loin 25 000 € à peu près de destruction d'arbres, de haies et de tout, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une étude un peu de biodiversité, de justement, je reviens à ça, point 28, je reviens justement à ça, quand je vois tout ce qu'on va détruire encore dans la nature et tout pour faire un trottoir, que là-bas, il suffit peut-être de changer l'eau, parce qu'à la fin, elle rentre dans le truc, de refaire peut-être le sentier correctement, mais ce sentier dans le bois ne me dérange franchement pas. C'est le but du jeu, c'est de rendre ce sentier, le garder intact et de le rendre plus utilisable sur les 365 jours de l'année. Je voudrais bien savoir comment allez-vous faire le revêtement de ce trottoir. Un trottoir stabilisé, drainant. Donc des cliquettes ou quoi? C'est quoi la surface? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais simplement que ça doit être un trottoir stabilisé, drainant. Voilà. On aurait peut-être dû demander à un service, justement, il y a des aides à la région wallonne et tout, qu'on aurait pu aider, de ne pas aller défoncer le chemin et tout. On est au stade de même pas d'avant-projet. Ouais, je signale déjà. On discute du plan d'investissement. On a mis des évaluations sur la table qui sont des évaluations qui peuvent se retrouver pratiquement dans tous les dossiers. J'entends bien deux choses. La position des riverains de dire nous souhaitons, je fais une traduction littéraire, conserver notre tranquillité, parce que c'est ça qu'il faut entendre, et je respecte leur point de vue et c'est leur vue. Par contre, la région wallonne nous dit vous devez penser notamment à la mobilité douce. Je pense que quand
on démarre avec un sentier terreux ou en tout cas, enfin bon, on le connaît, et qu'on le transforme en un sentier qui est accessible tous les jours de l'année et qui en plus ne nuit pas au point de vue hydrologique, je pense qu'on a atteint le but recherché. Ouais, mais il serait bien aussi d'avoir une étude écologique qui pourrait donner à ça. Quand je vois abattage d'arbres et tout, on parlait de CO tantôt et tout, je sais pas, mais ici, pour le moment, dans le Tige, on détruit tout. On détruit tous les arbres et tout. J'ai été chemin du renard, vous regardez un peu derrière, il n'y a plus un bois, il n'y a plus rien. Ça devient quoi? Non, moi je veux conserver ma nature, c'est tout, et je me battrai pour conserver ma nature. Soyons de bon compte. Le terrain qui borde le sentier à gauche et à droite, le sentier des Lauriers, c'est une propriété du comte. C'est lui qui décide ce qu'il lui fait ou ce qu'il ne fait pas. Et je pense qu'en matière de biodiversité, c'est un partenaire intéressant. Maintenant, si un autre riverain d'un sentier ailleurs est une entreprise, une usine ou que sais-je, elle peut avoir une autre conception des choses. Ne serait-ce que parce qu'on a envie de pouvoir le chasser ou que sais-je quoi. Mais si on n'a pas les outils pour imposer au secteur privé ce que l'on souhaite, on doit bien rester assis à la fenêtre et regarder ce qui se passe. Alors, je veux bien qu'aujourd'hui, précisément, on a longuement conversé à propos du plan climat qui a été présenté en premier point. J'observe simplement que si on prend le rapport du Conseil communal à propos de la première formulation de ce projet, j'ai bien entendu en matière de végétation et d'arbres. Donc, je ne vous dirai pas non, je vous dirai oui, parce qu'il y a des subsides à aller chercher et tout, donc je ne vais pas vous dire non, je vous dirai oui, il n'y a pas de problème. Mais quand ça me compte, la nature qui est là-bas et qu'on devrait essayer de conserver, la biodiversité qui est là-bas. Je pense qu'avec la proposition de réalisation de travaux on va faire et s'il y a des travaux à l'écologie, et si le sentier est fréquentable, comme je l'ai suggéré, c'est tout bien pour aussi le bien-être de la population. Donc, juste demande écologique, la région elle vient à vous dire, oui, mais c'est peut-être mieux de faire ça comme ça ou de mettre ça, voilà, une aide. Donc si je peux me permettre,